ça a été le massacre du club, quoi. Il a été volé, il a été pillé, il a été souillé. C'est du délire. Un club de plus de 140 ans a été détruit en 6 ans. Il n'y a pas trop émo actuellement. C'est comme une partie de nous en fait qui s'effondre. Pour le premier épisode de la 3e saison du Samos Football Tour, j'ai posé mes valises en Gironde, à Bordeaux. Je me suis immergé dans le chaos surréaliste que vit actuellement un des plus grands clubs de France. Anciens joueurs, supporters, salariés du club, journalistes, écrivains, tous m'ont confié leurs peines, leur colère et leurs espoirs pour l'avenir d'un géant aujourd'hui à l'agonie. Bordeaux, c'est l'histoire d'un club centenaire broyé en quelques années à peine par le cynisme du foot business. Comment un tel monument du foot français a-t-il pu s'effondrer en si peu de temps ? Quel avenir pour les Girondins et pourquoi une telle trajectoire guette-t-elle d'autres clubs français ? Bordeaux, au cœur du chaos, voici une enquête de Samos TV. On va parler de Bordeaux. Bordeaux évoluera en National 2. Il est mort le club, c'est terminé. Rétrogradation des Girondins en 4e division. Bon les gars, vidéo sur les Girondins. Pourquoi ? Parce que ça me paraissait important pour plein de raisons. Déjà parce que Bordeaux, c'est un énorme club de mon enfance, c'est pas que de mon enfance. C'est un des clubs les plus titrés en championnat de France, plein de coupes de France. Moi quand j'étais jeune, c'est des énormes souvenirs en Champions League, des joueurs iconiques, Paoletta, Kavenaghi, Chamakh, Gourcuff. Donc important de comprendre ce qui s'est passé et aussi parce que ça raconte quelque chose sur l'état du football français actuellement et de pas mal de clubs historiques. Donc on va creuser tout ça, on a essayé de rencontrer un maximum de personnes pour être le plus complet possible. Et let's go Bordeaux, hein. On va découvrir la ville sous un grand soleil, scapulaire sur le torse. C'est parti les gars, vamos. J'ai le bleu marine, voilà. comme je le porte là aujourd'hui au plus profond de moi. Et je crois que c'est un des meilleurs choix de ma vie que d'être entré au Girondins de Bordeaux. J'ai rencontré des personnes formidables. Genre le plus capé de Bordeaux, meilleur buteur de l'histoire du club. Qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui quand on voit Bordeaux en National, qui débute sa saison en National 2 ? On est ébahi, quoi. On est là. On n'a que les yeux pour pleurer, quoi. On est d'une tristesse infinie, on a du mal à imaginer, quoi. Moi j'étais très très triste, je suis allé à la boutique il n'y a pas très longtemps, en sortant je me suis mis à pleurer. Je ne saurais pas expliquer ce que j'ai ressenti, mais beaucoup de tristesse. Des fois on se dit non, c'est pas possible, je veux dire. Qui aurait pu nous dire un jour que cette situation, parce que là on est au fond du fond, quoi. Très mal, j'ai les larmes aux yeux, mais derrière les lunettes on les voit pas. Très mal, très mal. On a passé un été compliqué, ouais. Forcément, je suis très touché par cette situation. J'ai de la colère aussi par rapport aux personnes qui sont à l'intérieur et comment elles ont managé le club. Mais là, on a l'impression que là, tout est détruit, quoi. Tout est bousillé. Là, on est au Hayan. Il y a un entraînement qui est ouvert au public aujourd'hui. Et nous, on a rendez-vous avec Laurent Brun, qui suit les Girondins depuis plus de 40 ans. Donc ça va être ultra intéressant de discuter avec lui pour en apprendre un peu plus. Laurent Brun, journaliste indépendant et auteur depuis 20 ans. C'est bon. Voilà, on a un peu moins de travail depuis quelques mois. Ou plus, Ça dépend comment on voit les choses. Je suis triste parce que c'est une catastrophe et pas que sportive. On n'est pas que dans le sportif là, on est dans l'humain, l'économique, tout. Parce qu'il faut penser à toutes ces familles de salariés qui sont sans nouvelles en fait. Et tous les gens qui ont été aussi licenciés et qui sont encore meurtris par ce qui se passe depuis, on va dire, 5 années difficiles à vivre. Il y avait du beau monde aujourd'hui. J'ai vu Jimmy Briand coacher une équipe, Rio Mavouba, pas mal d'anciens. Patrick Battiston aussi, ouais. Il reste encore quelques anciens, quelques figures. Il intervient quand le tournant le début de la dégringolade un peu Il y a 5 ans, je pense qu'on a commencé à sentir les prémices. C'est un chapitre qui se referme. Le groupe M6 a indiqué ce vendredi être rentré en négociation avec le fonds d'investissement américain General American Capital Partners dans le but de vendre le club. On a décidé donc finalement d'entrer en négociation en vue d'une cession à des Américains. Pourquoi ? Parce que le budget qu'on a alloué au club ne lui permet pas de dépasser la 5e place. Et donc on a trouvé des Américains qui sont prêts à prendre plus de risques. Après 19 ans à la tête des Girondins de Bordeaux,
Auréolé d'un titre de champion de France, d'une Coupe de France, de 3 Coupes de la Ligue et de 13 saisons européennes, le groupe M6, malgré une gestion saine mais déficitaire du club, décide de se séparer des Girondins de Bordeaux. 2 fonds d'investissement américains, GACP et King Street, rachètent alors le club à l'été 2018 pour 100 millions d'euros. Une belle opération pour la chaîne télévisée, un peu moins pour le club au scapulaire. Les Américains, le problème c'est que ceux qui sont arrivés, ils connaissent rien. Le fonds d'investissement, qu'on met en place toute une équipe dirigeante sous la présidence de... il y avait d'abord Dagrossa, je l'ai rencontré aussi. Quand vous dites ces personnes-là qui vont diriger le club, là, ça fait peur. Et ça a été la cassure puisque dès la première année, finalement, cette entité, surtout GACP alors qui gérait, a pris une politique très dispendieuse en termes de masse salariale, c'est-à-dire qu'ils ont fait exploser d'entrée la masse salariale avec un discours qu'ils voulaient aller rivaliser avec le PSG, se qualifier pour la Ligue des Champions. Un pari dangereux qui va rapidement s'avérer perdant. Les salaires des joueurs explosent, mais les résultats sportifs, eux, ne suivent pas. Donc ils ont augmenté ce déficit structurel donc, qui a explosé, sauf que les ressources, elles, n'ont pas monté puisque le club ne s'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Donc derrière, forcément, le déficit a été abyssal. Par abyssal, comprenez un déficit de 70 millions d'euros en à peine 2 ans. King Street, principal actionnaire financier, reprend alors les rênes du club à GACP et nomme Frédéric Longuepée à la tête du bateau à la dérive. Les clubs de football sont des institutions qu'il convient de respecter. Longuepée, mais qui d'un coup n'a pas mesuré ce que c'est qu'était Girondin. Quand vous commencez à dire on va changer le logo, c'est plus Girondin de Bordeaux, ça va être Bordeaux-Girondin, c'est comme si tout d'un coup, c'est plus le Real Madrid, c'est Madrid-Real, ou c'est Turin-Juventus. Enfin bon, attendez, il y a des choses qui sont sensibles. N'importe quoi, quand vous commencez à toucher aux symboles et aux valeurs profondes d'un club, là c'est le début de la fin, ça peut pas marcher. C'est à ce moment-là qu'on perd cet ancrage local bordelais dans le club. Oui, totalement. C'est vrai que ça a été une vraie cassure à ce niveau-là, puisque comme je le dis, les anciens du centre de formation ont peu à peu été écartés. À travers tous les échanges que j'ai eus pendant mon enquête, ce qui est vraiment ressorti, c'est que Bordeaux, ça a toujours été un club très familial et c'est ce qui a toujours fait sa force. À part familial, faut imaginer que les employés en fait pouvaient déjeuner avec les joueurs, pouvaient aller voir l'entraînement, les partenaires pouvaient aussi venir au château, au Haillan. Et tout ça s'est vraiment perdu à l'arrivée des Américains qui ont décidé de tout segmenter. Le château a été fermé aux partenaires, les joueurs ont eu leur propre cantine pour plus se mélanger avec les salariés, parce que les dirigeants avaient peur qu'il y ait des fuites. Donc le club s'est vraiment refermé sur lui-même et a perdu ce lien qui faisait sa force finalement. Bon, on est donc en 2020, ça fait 2 ans que les Américains sont arrivés. Jusqu'ici, ils ont fait pas mal d'erreurs de gestion qui ont coûté beaucoup d'argent au club. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, il y a un événement qui va se produire qui est pas de leur fait et qui va aggraver la situation considérablement. Mais derrière, donc, est arrivé en 2020, ce qu'on sait aussi, le Covid, plus l'épisode Mediapro, donc qui a remis un coup de poignard dans le club. Et malgré une politique d'austérité encourageante mais largement insuffisante, la dette des Girondins de Bordeaux continue de se creuser. C'en est trop pour les actionnaires américains qui décident d'arrêter l'hémorragie. Et puis tout d'un coup, ces Américains, ils ont vu qu'ils perdaient de l'argent, ils ont dit on arrête tout et on en revient à prise du club par Gérard Lopez. Et moi le premier, je vous dis, je me suis dit on peut pas faire pire autant que Gérard Lopez avec tous les échos qu'il y avait eu sur lui quand même. Voilà, Après, c'est vrai qu'il a eu des problèmes à Moucron, à Boavista, l'écurie de Formule 1 Lotus. Parce que oui, avant Bordeaux, Gérard Lopez a été propriétaire du Royal Excel Moucron en Belgique. Club aujourd'hui disparu à cause d'une faillite. Il est actuellement propriétaire du club brésilien de Boavista qui a frôlé la relégation en raison de problèmes financiers cette année. Il a également racheté le LOSC en 2017, poussé vers la sortie 3 ans plus tard après avoir accumulé une dette de près de 120 millions d'euros. Quand on est arrivé avec Martine au mois de décembre 2020, je le répète, le club était mort économiquement. Ça a peut-être choqué, d'ailleurs je peux le dire publiquement, mais je suis surpris qu'on ait redonné un club français à une personne qui n'est toujours pas domiciliée fiscale en France et qui a déjà fait couler d'autres clubs à l'étranger. Et quand on voit la situation de ce club aujourd'hui, avec des fonds publics utilisés, en tant que citoyen qui paye mes impôts en France, c'est assez moyen. De sérieux doutes entourent donc l'arrivée de Gérard Lopez à Bordeaux, mais le club alors sous protection du tribunal de commerce est dans l'urgence. On est au mois de mars 2021 et pour poursuivre son activité, les Girondins doivent trouver un repreneur en capacité de boucher le trou de 30 millions laissé par les Américains. Et donc est arrivé au dernier moment donc Gérard Lopez, qui lui donc avec sa capacité à restructurer les dettes, finalement a réussi à convaincre le mandataire judiciaire et King Street de pouvoir récupérer le club. Donc il l'a fait en apportant lui... il a repris le club pour 1 euro symbolique, mais il a apporté à ce moment-là 10 millions d'euros au capital. Là, on est devant le stade Sainte-Germaine pour le premier match en National 2 des Girondins de Bordeaux. Un derby contre Poitiers, ça fait bizarre à dire.
Mais juste avant, il y a un rassemblement qui est prévu un peu plus loin avec les supporters. Donc on va aller voir ce qui se passe et essayer de discuter avec eux pour avoir leur ressenti sur la situation. Let's go. Ok, cette équipe qui a été remaniée, on va pas commencer à mal parler de l'équipe, on va pas commencer à les critiquer. Et aujourd'hui, j'ai 3 enfants, je sais pas quoi leur transmettre. Et ça me fout les boules, vraiment, ça me fout vraiment les boules. Tu vois, je vais les emmener où? En N2? Tu m'as parlé du premier tournant selon toi, donc l'arrivée des Américains, King Street. Tu peux me parler maintenant de l'arrivée de Gérard Lopez, tu as commencé à le faire, et m'expliquer un peu le déroulé de ces 2-3 années qui ont mené au chaos actuel. Le gros tournant finalement de l'ère Gérard Lopez est arrivé assez vite parce qu'il a récupéré un club qui était, comme je le disais, déjà en difficulté financière, déjà endetté, et pour le relancer clairement il aurait fallu tout de suite avoir des résultats sportifs. Les choix sportifs se sont avérés désastreux. Les choix ont été globalement tous un peu perdants. Et ce côté Paris, on va le retrouver tout au long du passage de Gérard Lopez aux Girondins. Je vous épargne tous les détails parce que ça pourrait prendre des heures à raconter, mais pour schématiser simplement, en gros à chaque mercato il effectue énormément de recrutements, pas toujours très cohérents sportivement d'ailleurs, et avec des salaires très onéreux pour la moyenne en Ligue 1. Sauf que les résultats sportifs eux ne suivent pas, alors ils recommencent. Et donc inexorablement le déficit du club s'accroît de mercato en mercato. Une spirale infernale qui va, en plus de créer une ambiance plus que morose au sein du club, mener à ce qui semblait alors inévitable. Et on connaît la fin, l'équipe est descendue en Ligue 2. Finalement le club n'a pas fait du tout d'économie, donc à ce moment-là déjà à nouveau au bord du gouffre. Faut pas vite dans le passé, mais c'est pour vous dire qu'en peu de temps quand même, on a vrillé quoi. Bon, je vous recontextualise, on est maintenant en 2022 et après une saison catastrophique avec une 20e place de Ligue 1, Bordeaux descend en Ligue 2. Mais à ce moment-là, il y a un nouveau coup dur, c'est que le plan de financement du club est recalé par la DNCG qui est le gendarme financier du foot en France. Les Girondins sont alors à 2 doigts de disparaître. Mais Gérard Lopez négocie avec les anciens propriétaires pour qu'ils renoncent à l'argent qu'ils avaient réinjecté dans le club quand il est arrivé. Ouais, je sais, c'est assez fou, mais au moment du rachat de Lopez, King Street et Fortress avaient prêté de l'argent aux Luxembourgeois. Donc avec tous ces éléments, l'abandon d'une partie de la dette, de la moitié de la dette par King Street et Fortress, donc l'argent mis sous séquestre par Gérard Lopez pour garantir la plus-value de transfert et l'apport des transferts de Jules Koundé, d'Aurélien Tchouaméni, de Sékou Mara, le CNOSF avait rendu un avis favorable sur la continuation finalement du club en Ligue 2, avec toutefois un encadrement de la masse salariale qui a empêché le club de recruter pendant quasiment tout le mois d'août. Et ironiquement, ces restrictions vont aboutir à la meilleure saison des Girondins de Bordeaux depuis la vente de M6. Une équipe cohérente, soudée, avec à nouveau un ancrage local incarné par des joueurs issus du centre de formation. Et d'ailleurs, la saison 2022-2023 est très réussie. Mais contre toute attente, les Girondins s'écroulent sur le fil et la montée en Ligue 1 leur échappe à nouveau. Ça aurait vraiment changé quelque chose sur l'avenir des Girondins de Bordeaux de remonter en Ligue 1? C'est une très bonne question et je pense que ça aurait été quand même très difficile puisque aujourd'hui le déficit était là, c'est-à-dire que cette saison-là, malgré les restrictions de la DNCG, le club a encore perdu 44 millions d'euros. Faut savoir que Gérard Lopez n'a jamais caché son envie de trouver un partenaire financier et c'est sûr que c'est plus facile de revendre un club endetté en Ligue 1 plutôt qu'en Ligue 2. Mais avec une telle dette, des charges toujours plus importantes et une baisse significative des revenus liés aux droits télé, la mission était dans tous les cas déjà très compliquée. Bon, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire,
tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, et c'est un détail très important pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui, pour assurer la survie des Girondins, Gérard Lopez fait un chèque de 38 millions d'euros de sa poche sous la forme d'un prêt d'actionnaire, avec un retour sous meilleure fortune. En gros, ça veut dire qu'il espère revoir son argent quand les finances du club se seront stabilisées. On savait que Gérard Lopez, en ayant mis 40 millions d'euros, il n'allait pas remettre 40 millions tous les deux, donc il y avait un peu un côté de tapis, comme on dit au poker, en espérant effectivement, pareil, remonter en Ligue 1 et peut-être trouver ce partenaire ou en remontant en Ligue 1 grâce à l'apport des recettes supplémentaires et des droits TV, essayer de revenir sur le club. Mais finalement, le budget a à nouveau été déficitaire de 42 millions d'euros. Vous êtes attendu là? Ouais. On est désormais à l'été 2023. Bordeaux va redémarrer une nouvelle saison en Ligue 2 et Gérard Lopez a réinjecté 38 millions de sa poche pour assurer la survie du club. Mais éprouvé par une saison précédente au final dramatique et un été où l'avenir du club a été menacé, Bordeaux passe totalement à côté de son début de saison. Et en Gironde, on comprend assez rapidement que la montée en Ligue 1 ne sera pas non plus pour cette année. Et donc se présenter finalement dès le mois de décembre, au moment du passage de mi-saison à la DNCG, de savoir comment le club allait financer une saison en Ligue 2 supplémentaire avec un trou à nouveau de 40 millions d'euros. Donc c'est là que Gérard Lopez a annoncé à la DNCG qu'il est même en contact avancé avec des partenaires financiers qui viendraient rentrer au capital pour lui apporter l'argent supplémentaire. Mais ce partenaire n'arrivera jamais. Bordeaux finit sa saison à une 12e place morose et contrairement à l'année passée, Gérard Lopez ne bouge pas le trou de 42 millions sur le compte des Girondins de Bordeaux. La suite vous la connaissez, le club est rétrogradé administrativement en National 1. Le club se déclare alors en cessation de paiement et abandonne son statut professionnel. Le FCGB est placé en redressement judiciaire et on découvre alors l'envers du décor, une dette totale qui s'élève à 118 millions d'euros. Pour faire très simple, le redressement judiciaire c'est une procédure un peu désespérée qui a certains avantages. Pendant une période donnée, les créanciers peuvent pas attaquer Gérard Lopez pour réclamer le remboursement de leurs dettes. L'activité du club peut continuer et il y a possibilité de renégocier le remboursement des dettes en les étalant sur le temps. Ça peut aussi donner envie à des investisseurs de se greffer au projet en renégociant les dettes donc. Et c'est sur cette dernière option que Gérard Lopez mise. Mais tout ça n'explique pas pourquoi Bordeaux va évoluer en National 2. En fait, quand on ouvre une procédure de redressement judiciaire, le règlement veut qu'on soit automatiquement relégué d'une division. De National 1, les Girondins glissent donc au niveau amateur en National 2. Bon, match à huis clos, malheureusement. On est des petits chanceux, on est accrédités pour la rencontre. Mais il n'y aura pas de supporters pour ce premier match en N2. Mais bon, on va aller voir ce que ça vaut. Il y a 14 joueurs pour Bordeaux aujourd'hui. Donc let's go hein. Voici la composition de notre adversaire, le Poitiers Stade FC. Vous voyez quelque chose là ou pas? On voit pas le ballon. On voit une moitié si tu veux, on voit un peu plus loin là-bas, si on est bien en hauteur. Et voilà où on en est aujourd'hui. Il reste plus que 4 équipes à un des plus grands clubs de France, toutes catégories confondues. Les salariés vont tous se retrouver au chômage et à une semaine de la reprise, la N2 n'avait pas suffisamment de joueurs pour débuter sa saison. Il y a une anecdote qui est assez marquante mais qui en dit long, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait plus de papier toilette au centre d'entraînement. Ça peut faire sourire comme ça, mais c'est assez surréaliste en réalité. Il y a un peu une sensation de club laissé à l'abandon. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas une sensation, je pense. J'ai évidemment essayé de contacter Gérard Lopez à plusieurs reprises, mais mes appels et mes SMS sont restés sans réponse. J'ai également contacté la boîte qui s'occupe de sa communication, mais pareil, silence radio. Oui, bonjour monsieur. Ça y est, je suis journaliste pour un média indépendant, la Samos TV.
J'aurais aimé discuter avec monsieur Gérard Lopez du passé des Girondins, de son histoire et puis évidemment de la situation actuelle et de son évolution. Donc si vous pouvez me rappeler à ce numéro pour qu'on puisse échanger à ce sujet. On essaye, hein. Je pense pas qu'on aura de retour positif, mais on va continuer d'appeler et on va essayer d'avoir un retour. Ce serait intéressant aussi d'avoir le point de vue de Gérard Lopez. Bon, j'ai conscience que c'était une vidéo un peu dense, mais j'ai vraiment voulu être le plus complet possible tout en essayant de rendre ça le plus digeste possible aussi. Parce que ce drame sportif, finalement, il raconte beaucoup de choses. Il raconte l'évolution du foot et notamment du foot français, avec de plus en plus d'investisseurs nébuleux, désincarnés et des gestions de clubs totalement déshumanisées. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ce qui se passe ici à Bordeaux, c'est un drame humain qui est terrible. J'ai parlé avec plusieurs employés du club qui sont très touchés mentalement et désabusés de la situation. C'est encore plus catastrophique et voilà, quand je vois qu'ils ont averti personne pour fermer le centre de formation, c'est fou quand même, on prend une décision comme ça, ils n'ont même pas été prévenir les gamins du jour au lendemain, ils ont appris par la presse que c'était fini, il n'y avait plus de centre, plus de contrat, plus rien, quoi. Ils ont été livrés à eux-mêmes. Tous les gamins, je peux vous dire que pour avoir des relations avec Patrick Battiston, directeur du centre, je peux vous dire que ça fait des dégâts chez les gamins, chez les parents, etc. Ah oui, il y a eu des situations qui sont... Personne n'a tenu compte de ça. Le côté humain, maintenant, dans ces modèles-là, ça n'existe plus, quoi. Et l'équipe féminine qui, avant l'arrivée de Gérard Lopez, avait de très bons résultats, mais qui a vu son budget se réduire à peau de chagrin, pourrait également disparaître dans les prochains jours. Plus que sportif, c'est un drame humain. C'est un drame humain, voilà, puisque forcément tous ces salariés, donc il y a un plan social qui est à venir, hein, quasiment personne ne devrait être gardé. Aujourd'hui, du coup, depuis un mois, ils ne savent pas ce qu'ils font devenir. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent club, donc aujourd'hui, le ménage n'est plus fait, il n'y a plus rien dans les frigos, voilà, il n'y a plus d'argent. C'est un spectacle assez déchirant avec des salariés qui sont un peu désœuvrés, qui sont tristes, en colère. Bon, bonne nouvelle, il reste un jardinier qui est en train de tondre la pelouse de la N2, donc tant qu'il y a un jardinier, il y a de l'espoir. Hein. Donc en fait là, le rayon de soleil aujourd'hui, il est même pas sportif, c'est-à-dire le but c'est même pas de repenser à la Ligue 1 à court terme ou moyen terme, mais c'est plus d'avoir quelque chose reconstruire des fondations solides, sérieuses. Oui, mais c'est ça. Le problème, c'est seulement ces fondations solides de fonctionnement comme ça. Il faudrait que ces gens-là changent du tout au tout. J'ai du mal à y croire. Voilà, bon, c'est des gens qui ne respectent pas le club, clairement, qui ne respectent pas ses salariés. Donc à partir de là, on ne peut pas construire une nouvelle histoire avec ces gens-là, c'est pas possible. Dans une lettre ouverte, Gérard Lopez a exprimé sa volonté de rester à la tête des Girondins de Bordeaux. Il espère la venue d'un repreneur qui viendrait soutenir le club financièrement pour lui permettre de revenir au plus haut niveau. Il continue également parce qu'il y a un enjeu personnel pour lui. Il a aussi 38 millions d'euros de dettes qu'il a abandonnées, mais qu'il espère éventuellement retrouver en partie s'il montait en Ligue 2 ou pourquoi pas s'il y avait une reprise du club d'une façon ou d'une autre. Donc il se bat également pour son argent. Certains amoureux des Girondins de Bordeaux préféreraient une liquidation judiciaire, ce qui sous-entendrait que l'entreprise et toutes ses dettes disparaîtraient et que Gérard Lopez serait contraint de partir. Mais en plus de repartir au niveau régional, cette option sous-entendrait que beaucoup de prestataires ne toucheraient pas l'argent que le club leur doit. Parmi les créanciers, il y a des traiteurs, il y a l'agence de sécurité, il y a l'agence de ménage. C'est autant de sociétés à qui les Girondins doivent de l'argent ou qui peuvent être remboursées grâce au redressement judiciaire et qui, s'il y a liquidation, s'assoient sur leur argent. Donc pour certaines, ça représente beaucoup. Hein. Mais vous y croyez au fond? Je crois que les Girondins sont éternels. Il suffit que tout d'un coup, ils soient bien pilotés. Pour moi, les Girondins de Bordeaux, c'est un club unique. Personnellement, c'est toute ma vie. C'est un club magnifique, un club unique, un club familial. Je pense qu'un grand club ne meurt jamais, comme on dit. Et on a un très grand club, donc je pense qu'on va remonter la pente. Ça sera compliqué, on peut descendre, je m'en fous. On y sera, on sera là. On sera là, ouais. Mais j'ai un copain qui n'a pas pu se déplacer à 80 ans et tout, mais il sera là. Je vous ai dit, ce qui m'avait apporté, c'est pas maintenant que moi, à titre personnel, je vais me détourner. Non, je serai un gros... Je n'ai même pas la question, elle se pose même pas envie d'en parler parce que c'est... Il faudrait vraiment que... Alors là, il vaut mieux m'enfermer. Là. Il faut y croire, parce que si on n'y croit pas, on ne peut pas recommencer à écrire l'histoire. Finalement, si je rebondis sur ce que tu dis, vous avez hâte de pouvoir juste suivre votre club sans penser à l'extra sportif, même qu'il soit en N3 ou c'est juste... Juste penser au foot, au sport et c'est tout. Il n'y a pas penser aux financiers ou à tout ce qui est extra sportif. On a rien à... On veut juste pouvoir supporter notre équipe en toute tranquillité et sans souci.
Merci beaucoup les gars, c'est trop gentil. Merci à toi. Merci, c'est gentil. Merci les gars. Et pour info, à l'image de ce qui s'est fait à Saint-Étienne, Guingamp ou encore Bastia, il y a un projet de socios qui a été lancé autour des Girondins. Ça s'appelle Girondins Socios et j'en ai discuté avec Charles Merle qui est le cofondateur. C'est un projet super intéressant qui souhaite remettre les supporters au cœur de la vie du club et accompagner un projet avec de potentiels nouveaux repreneurs. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous laisse les infos en description. Et si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup.